Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes. C'est rare de dire toutes, c'est pas tous et toutes, mais presque que des femmes. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là. C'est notre première intervention au sein de Profession L. Voilà, donc moi, je vais venir vous parler des métiers de la transition écologique. Je fais partie des shifters. Est-ce que des personnes dans la salle connaissent? C'est l'occasion de se faire connaître, si, une personne. Alors, vous connaissez peut-être pour certains, si vous vous intéressez à la transition écologique, Jean-Marc Jancovici. Voilà, et en général, c'est plus le cas. Donc, en fait, Jean-Marc Jancovici a un think tank, donc il produit un certain nombre de travaux sur, en gros, ce qu'il faut faire pour la décarbonation. Et donc, à côté de ce think tank, il y a une grosse association qui s'appelle les Shifters, donc ils sont des bénévoles. On est à peu près 20 000. Donc, c'est un gros réseau et on est là pour porter un certain nombre de messages et de travaux sur la transition écologique. Et donc, moi, je suis copilote de l'activité qui s'occupe de tout ce qui est transition de l'emploi, de la formation et de l'enseignement supérieur. Et c'est un peu mon propos aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a des choses à faire, à la fois en termes d'emploi et de formation dans la transition écologique, et que ça peut vraiment participer de vos projets. Alors, on va commencer par quelque chose qui n'est pas hyper fun, mais quand j'ai commencé à regarder de quel point de départ je pouvais démarrer pour votre région, bah, malheureusement, en fait, votre région est une région qui est très impactée par le dérèglement climatique. Voilà, là, je crois que c'est la tempête Eunice en 2022, avec des arbres qui ont été arrachés. Fin 2023-2024, il y a eu énormément d'inondations. Alors, j'ai découvert d'ailleurs en préparant que vous avez un endroit qui est le plus grand polder de France. Donc voilà, il y a beaucoup d'eau chez vous et beaucoup d'eau. Et en même temps, ça c'est plus récent, c'est en 2025, entre février et avril, je crois, ça a été le trimestre le plus sec depuis 1959. Voilà, donc très clairement, aujourd'hui, les impacts du dérèglement climatique, on les voit. C'est plus seulement dans le futur. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des réelles conséquences au réchauffement de l'atmosphère. Alors, ça, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui, mais clairement, on sait aujourd'hui qu'il faut bouger par rapport à ça. Du coup, l'enjeu, il est voilà, que collectivement, on arrive à la fois à essayer d'atténuer les impacts, parce qu'on sait que plus on va gagner, gagner, moins on va augmenter. On parle beaucoup des 2 degrés, par exemple. Moins les dégâts vont être importants. Donc, il faut vraiment faire des choses. C'est pas anecdotique, hein. C'est que vraiment, par exemple, ces crises qui vont augmenter, si on arrive à diminuer le nombre de degrés futurs, ça sera un peu moins grave. Donc, c'est vrai pour le changement climatique. C'est vrai aussi sur la biodiversité. Et puis, de toute façon, il y a un épuisement des ressources. Voilà, au niveau du Shift Project, il parle de la double contrainte carbone. C'est à la fois le fait qu'il faut émettre moins de CO2, mais de toute façon, à un moment, il n'y aura plus de pétrole. Donc, de toute façon, il va falloir inventer d'autres solutions. Donc, ça veut dire essayer d'atténuer et puis, de toute façon, s'adapter aussi, puisqu'il y a plein de secteurs, en fait, qui vont devoir s'adapter à un climat différent, à peut-être des restrictions d'eau. Il y a vraiment des enjeux qui sont des enjeux présents. Et ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est qu'on voit même, par exemple, la Cour des comptes qui s'exprime et qui devient presque un chancre de l'écologie, ce qu'on n'imaginait pas du tout. Alors, tout ça, ça passe par un certain nombre de transformations. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a beaucoup. C'est réduire ces fameux gaz à effet de serre, donc faire en sorte qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère. Là, c'est un exemple de tram. Donc, en gros, avoir des transports qui soient plus sobres. L'agriculture, c'est un domaine aussi qui produit beaucoup de CO2. Donc, c'est aussi avoir des pratiques agricoles différentes. C'est aussi, alors là, on est en plein dans les questions d'inondation. Il faut mieux gérer les cours d'eau, mieux les entretenir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. C'est réfléchir aussi à la manière de recomposer les villes. Quand on s'est fait inonder une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, en fait, on sait déjà que, par exemple, les assureurs vont plus vouloir assurer certaines zones. Donc, il y a déjà des réflexions. Tout ce dont je vous parle là, c'est pas des choses de demain, c'est vraiment des choses qui se passent aujourd'hui et sur lesquelles il y a des travaux. C'est aussi des plans de prévention des risques, hein. Bon, on n'est pas trop mal lotis en France, mais il y a des choses qui n'arrivaient pas avant. Donc, il faut réussir à travailler. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui font des expertises d'assurance, ils sont obligés d'avoir une organisation différente, parce que quand il y a un énorme épisode de grêle, il faut, je sais pas, 300 experts d'un coup, ce qui avant n'arrivait pas. Et puis, il faut aussi voir comment mieux accompagner les victimes. Et ça, c'est une vraie manif dans votre région de gens qui disent vous êtes gentils, quoi. Ça fait 1 an. Oui, on a été dépannés sur le moment,
Mais ça fait 1 an, on n'est toujours pas dédommagé. Et puis surtout, là, le fameux cours d'eau là à côté, bah, en fait, il n'a pas été récuré. Et clairement, s'il y a à nouveau des inondations importantes, ça va être la même chose, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de transformations à réaliser. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que derrière tout ça, il y a des emplois. Donc, il y a des travaux qui ont été menés par plein d'organismes, alors y compris des organismes très sérieux, parce que ça, c'est des estimations du secrétariat général à la planification écologique. Il y a le Chiffre Project qui a fait beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup d'organismes qui ont travaillé. Et en gros, ils estiment aujourd'hui à peu près 800 000 personnes qui sont à former et recruter d'ici 2030 dans les secteurs clés. Donc, c'est même pas tous les secteurs. Et ça, c'est en plus des jeunes. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire, il faut bouger maintenant. Les jeunes, il va falloir changer leur cursus de formation. Il faut qu'ils sortent sur le marché du travail. Donc, ça ne va pas être tout de suite. Or, en fait, on a des échéances qui sont quand même des échéances courtes. Donc, il y a vraiment une mobilisation pour dire, il faut aussi former des personnes qui sont en emploi. Et puis, dans les reconversions, il faut aussi qu'on ait des personnes qui aillent en fait vers des métiers dont on a besoin. Alors, il y a beaucoup de secteurs, mais là, déjà, dans les secteurs clés, vous voyez un peu les petits visuels. Alors, le premier, c'est une éolienne et je pense une centrale. Donc, il y a tout le secteur de l'énergie dans lequel il y a beaucoup de choses. Alors, quand on dit secteur, ça veut dire que c'est tous les métiers. Ce n'est pas forcément que des personnes qui sont à la production, hein. Ça peut être des gens qui sont dans les fonctions support, dans les RH, donc beaucoup d'emplois. À côté, le petit symbole avec les vagues, là, c'est toute la rénovation énergétique. Et tout à l'heure, on discutait sur un stand avec une personne de l'As Olive, qui est donc un organisme qui forme justement sur la rénovation énergétique, et qui me disait qu'ils avaient 70% de gens qui viennent de reconversion. Ils sont sur des métiers du bâtiment, il n'y en a que 30% qui viennent du bâtiment. Donc, ils ont beaucoup de reconversions, dont des femmes qui deviennent conductrices de travaux, par exemple. Ensuite, on a tout ce qui est transport sobre, donc le train notamment, le tram. Là aussi, il y a beaucoup d'emplois. La petite batterie, ben, c'est qu'avec toute l'électrification en fait, des usages, je crois que vous avez... alors, c'est pas tout à fait dans cette zone-là, mais sur Dunkerque, il y a tout ce qui est les projets autour de Gigafactory. Il va y avoir des besoins d'électrification importants. Et puis, il y a l'agriculture, parce qu'en fait, aller vers une agriculture qui est plus durable, bah, c'est aussi plus de main-d'œuvre. Et puis, c'est des projets qui peuvent être des projets, par exemple, d'agriculture urbaine, des choses qui paraissaient un peu anecdotiques, mais dont on voit aujourd'hui que vraiment, il y a des choses qui fonctionnent, qui sont en local et qui, clairement, ne sont pas le modèle classique en fait, de l'agriculture. Et en parallèle, bah, il y a aussi des reconversions à accompagner. Alors là, on est vraiment sur des reconversions, au sens de secteur d'activité en entier, puisqu'en fait, on sait qu'il va y avoir aussi des pertes d'emplois. De toute façon, il y a des secteurs qui, bah, mécaniquement, vont décroître. Le premier, vous voyez, alors on ne va pas chercher du pétrole en France, mais il y a toute une organisation autour du pétrole. Ben, c'est tout bête. Est-ce qu'il y aura autant de stations-service à moyen terme? Certainement non. Ou en tout cas, elles prendront une autre forme. L'avion, qui est quand même un des facteurs presque le plus important, hein, on fait un aller-retour Paris-New York, on crame un peu tout son quota de CO2 pour l'année. Aujourd'hui, ça se développe, mais vraiment l'enjeu, il est d'arriver à réduire ça. La filière automobile qui est une des plus impactées, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui que pour réparer des voitures électriques, on aura besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre que pour réparer des voitures à essence. Donc, il y a une mutation qui est importante et qui est déjà vraiment soulignée. Et puis, vous avez en dessous ben, toute l'activité routière aussi, dont le but, c'est de la réduire. Donc, il va y avoir des mouvements assez importants qui vraiment sont déjà engagés. La région Hauts-de-France fait beaucoup de choses en fait, pour accompagner ces mouvements-là. Et puis, même au sein de chaque secteur, c'est-à-dire si on prend par exemple, vous voyez le secteur de l'énergie, bah, il est à la fois à droite et à gauche, quoi. On aurait pu mettre dans les transports aussi le vélo, par exemple. Ça paraît assez amusant, hein. On se dit, bon, le vélo, créateur d'emploi, bah, si, en fait, il y a plein de choses sur de la location de vélos, sur les vélos électriques, sur de la réparation. Voilà. Donc, il y a vraiment des secteurs économiques qui se développent et sur lesquels il y a des choses à faire et qui, pour partie, sont des secteurs en fait, ou sur des métiers en tension, donc des métiers sur lesquels ils ont du mal à recruter. Alors, je crois qu'on avait choisi le nom en disant voilà, quelles sont les opportunités de métiers. Donc, une fois qu'on a parlé de secteur, il y a aussi la notion de c'est quoi les métiers de la transition écologique, en fait. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Vous pensez à quoi si vous pensez à des métiers de la transition écologique?
Ouais. Allez, un autre, on va dire. Ouais, OK, urbaniste et? Ouais, tout à fait. Alors moi, souvent, je suis étonnée, souvent, on a responsable RSE, donc c'est souvent ce qui sort le plus. Là, c'était pas le cas. Alors en fait, alors ce qui est intéressant de voir aussi, parce que pour montrer que le système bouge, que ce soit France Travail, que ce soit l'APEC, enfin tout le monde est en train de travailler vraiment sur le sujet parce que c'est des emplois, en volume important. Alors, traditionnellement, c'était tous les métiers verts, vraiment les métiers de protection de l'environnement. Donc voilà, tout ce qui va être autour de l'eau, de la distribution d'électricité, tout ce qui est autour du traitement des déchets. Réemploi, on en parle de plus en plus, donc il y a de plus en plus de choses à faire, en matière de réemploi. Par exemple, dans le bâtiment aujourd'hui, ils peuvent plus juste se dire: «Tiens, on rase une maison, on en construit une autre». Il faut qu'ils travaillent sur qu'est-ce qu'on va faire de tous les déchets qui restent. Donc il y a des filières, en fait, qui sont à construire. Je connais une jeune, par exemple, qui, bah, voilà, elle a pris un boulot dans une fédération pour travailler sur le développement des filières de réemploi. Voilà, donc tous ces métiers-là, ils sont connus, ils sont un peu, historiques sur l'environnement et c'est un volume, assez peu important. Je crois que ça doit être 140 000 emplois. Voilà, donc c'est pas sachant qu'en France, non, 27 non, attendez, je vais dire des bêtises, 27 millions d'actifs. Voilà, donc c'est plutôt, c'est un petit presque à la marge en termes de volume. Ce qu'on a par contre, ce dont on parle maintenant, c'est qu'on parle des métiers verdissants et là, on parle de beaucoup plus de métiers, c'est 14 de l'emploi. Vous voyez, c'est un volume important. Donc c'est des métiers qui souvent existent, c'est pas des nouveaux métiers, mais c'est des métiers sur lesquels, il va falloir les faire un peu autrement. Par exemple, si on prend les achats, bah, voilà, je peux, si je fais des achats, je sais pas, au niveau du textile, par exemple, ben, voilà, c'est comment je fais pour prendre en compte des critères environnementaux, des critères éthiques, toute la veille environnementale, parce que mine de rien, il y a de plus en plus de réglementations sur le sujet. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de rénovation. Bah, c'est pareil. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la rénovation, il peut le faire avec des matériaux classiques qui souvent d'ailleurs viennent du pétrole, mais il peut aussi le faire avec des matériaux éco-sourcés. Du coup, ça ne se fait pas de la même manière. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut faire évoluer. Si on prend, voilà, dans les bureaux d'études, c'est la même chose. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'éco-conception. Donc, c'est la manière de concevoir en réfléchissant dès le début à la manière dont le produit va évoluer, voire la manière dont on va le recycler à la fin. On ne se dit pas on produit quelque chose et puis après on se dit ah au fait il va falloir éventuellement le recycler. Vous voyez, donc il y a beaucoup de métiers, hein, 14 des métiers sur lesquels c'est vraiment considéré comme des métiers verdissants et sur lesquels l'enjeu c'est de les faire un peu autrement. Et globalement, ce qu'on se dit, c'est qu'à échelle de 10-15 ans, presque tous les métiers seront concernés. Je vais vous donner quelques exemples, parce que des fois, c'est presque contre-intuitif, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers qui sont concernés. Alors, notre conviction, c'est que, enfin, notre conviction ou notre envie, en tout cas, ce qu'on veut vous partager, c'est de se dire, il y a plusieurs manières, en fait, d'intégrer justement la transition écologique dans son projet professionnel. Vous pouvez rejoindre un employeur ou un secteur qui a un impact positif, hein. Je vous disais aujourd'hui, bah, si vous rejoignez, par exemple, je sais pas, voilà, vous êtes dans la vente aujourd'hui, ben, c'est pas pareil d'être dans la grande distribution ou dans un magasin plutôt coopératif ben, voilà, où il y a une volonté de faire du circuit court ou de travailler sur le rayon qui va être plutôt le rayon seconde main, par exemple. Donc, on peut très bien se dire, je n'ai pas forcément besoin de changer de métier, mais je peux faire le choix d'aller vers un employeur qui voilà, aura un impact positif sur l'environnement. Ensuite, ça peut être vraiment effectivement changer de métier, hein, donc soit un métier vert, mais on a vu, hein, c'est quand même pas énormément de métiers, ou un métier plutôt verdissant. Dans les histoires qu'on connaît, par exemple, c'est bah, quelqu'un qui avait fait une école d'agro et qui s'est dit, ben voilà, moi je vais ouvrir une ferme d'agriculture urbaine. Et ben, ça fonctionne parce que la personne a pris un positionnement sur des produits pour les cuisiniers un peu haut de gamme. Donc, c'est un truc un peu ciblé et le modèle économique, il fonctionne parce qu'on sait aussi que ben, voilà, quand on a un travail, il faut que ça fonctionne aussi économiquement, hein. Il ne faut pas juste que ce soit positif pour l'environnement.
Ensuite, on peut aussi devenir entrepreneur, donc faire ce choix-là de se dire je monte mon entreprise. Dans la région, vous avez par exemple quelqu'un qui était, je crois, avant chez Decathlon et qui était fanat de vélo et qui se disait mais en fait, on jette plein de pneus et on n'en fait rien. Et il a ouvert, monté une société. Vous connaissez La Vie est Belt, je crois. Voilà, tout le monde connaît. Donc ça a marché. Et voilà. Et donc, il fait effectivement, je crois notamment des ceintures à partir de voilà, à partir de pneus de vélo, de draps et de cordes aussi recyclées. Et puis, on peut aussi faire évoluer son propre poste. Et je vous ai mis donc quelques ressources, et notamment la dernière, qui vraiment, je vous conseille. C'est un documentaire qui vient de sortir, je crois, il y a une quinzaine de jours, qui est sur TV5 Monde. Et c'est deux jeunes, Hélène Cloître et Arthur Gosset, qui, en fait, ont suivi pendant 3 ans des personnes qui avaient vraiment envie de faire changer en fait leur poste. Et il y en a un qui vient, je crois, d'une entreprise qui doit être originaire de votre région, puisque c'est Leroy Merlin. Et donc une femme qui est au rayon bricolage et qui se dit, bon, déjà, c'est plus possible d'avoir des premiers prix parce que voilà, c'est vraiment des matériaux un peu catastrophiques et ça a été fait dans des conditions pas satisfaisantes, etc. Et puis qui se dit, et il y a un chiffre qui est assez édifiant, que, par exemple, si on prend l'exemple d'une perceuse, elle sert en moyenne, je crois que c'est 12 minutes par an. Elle se dit pourquoi. Alors, les gens achètent du coup une perceuse pour qu'elle serve en moyenne 12 minutes, et comme ça ne sert pas beaucoup, on prend un premier prix. Donc, vraiment le truc pas cohérent, en tout cas pas cohérent aujourd'hui, si on veut limiter les ressources. Et du coup, elle s'est battue pendant 3 ans pour arriver à faire un rayon de location de matériel, en se disant plus besoin de premier prix, puisqu'en fait, les gens ne vont pas payer très cher pour louer. Et en plus, finalement, le modèle économique est assez rentable en fait pour la société. Et du coup, je vous invite à le regarder parce que ça n'a pas été non plus si rose que ça. Elle s'est battue, il y a eu des moments où ça allait bien, des moments où ça allait moins bien. Mais en tout cas, c'est vraiment des beaux exemples de ce qu'on peut faire dans différents secteurs d'activité et voilà, de l'énergie qu'on peut y mettre. Vous avez aussi, donc ça, c'est le site des shifters, un site qui s'appelle Shift Your Job, qui recense en fait des employeurs qui sont des employeurs à impact positif. Job That Makes Sense, je me demande s'ils sont intervenus, je crois aussi, qui référencent aussi des offres d'emploi. Alors souvent, c'est pas que l'environnement, il y a aussi des aspects plutôt sociétaux, mais les choses sont assez liées. Un bouquin qui est très sympa que j'ai amené, qui s'appelle Mon métier aura du sens. Et vous avez plein d'exemples de reconversion. Enfin, ça fait du bien aussi d'arriver à se projeter en fait sur des choses qui sont faisables. Et puis quelque chose d'un petit peu plus technique, mais qui est intéressant. Les nouveaux géants, en fait, ils ont décortiqué plein de métiers, y compris comptables, enfin vraiment des métiers qui peuvent paraître à première vue un peu éloignés de ces sujets. Et ils ont vraiment regardé en quoi ces métiers-là peuvent évoluer aussi dans leur pratique. Et c'est très concret, c'est très opérationnel. Voilà, donc on se dit quand même qu'il y a pas mal de possibilités différentes. Et par contre, effectivement, on est conscient que ces ressources-là, elles sont nécessaires parce que le cheminement est pas forcément évident. Et puis le dernier élément que je voulais partager avec vous, au niveau du Shift Project, il y a eu un travail qui s'appelle former les actifs pour la transition écologique. Parce que changer de métier ou évoluer, c'est aussi se dire, est-ce qu'on a besoin de développer des compétences? Et je pense que vous, dans des projets aussi d'évolution professionnelle, il y a un peu cette question-là, est-ce que j'ai besoin de me former ou pas? Et sur la transition écologique, on peut se poser la question. Alors, ce qu'on a modélisé en fait avec le Shift Project, c'est que finalement, il y avait un peu 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est vraiment l'acculturation en fait, aux enjeux de la transition. Alors, on l'a un peu résumé à pourquoi c'est important de changer. Ça va un peu au-delà de ça. C'est un peu comprendre en quoi c'est important dans son secteur, parce que les enjeux d'un secteur à l'autre ne sont pas du tout les mêmes, selon qu'on est, par exemple, dans le bâtiment, où il y a plein d'enjeux de réemploi, d'énergie, ou qu'on est, pour prendre un exemple des éclaireurs, il y avait un gendarme. Donc, on se dit à première vue, qu'est-ce que fait un gendarme sur la transition écologique? Et en fait, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un sujet sur les infractions environnementales et qui ne savent pas bien gérer. Donc, il y a des besoins de formation autour de ça. Donc, l'idée vraiment de ça, c'est essayer déjà de comprendre, en fait, l'enjeu de la transition écologique et de l'inscrire un peu plus largement parce que ça permet aussi de se dire, au niveau de mon métier ou de mon secteur,
à quoi ça contribue au global. Là, à ce niveau-là, vous en avez sûrement fait. Il y a toutes les fresques qui sont plutôt bien faites, hein. Donc, il y a la fresque du climat, mais maintenant, il y a plein de fresques spécifiques. Par exemple, la fresque de la santé, c'est hyper intéressant. On voit le problème de tout ce qui est jetable. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de fresques qui existent et en général, c'est assez intéressant. Le problème, si on s'arrête là, en fait, on a développé la sensibilisation, mais on n'a pas forcément développé des compétences, en fait, nouvelles. Donc, il y a un deuxième niveau de compétence qui est plutôt autour de l'évolution des méthodes de travail. Quand on écoute les gens qui ont vraiment réussi à faire bouger les choses, on s'aperçoit qu'il y a des choses un peu récurrentes. Alors, il y a souvent de co-construire des solutions avec des clients, des concurrents, des partenaires, parce qu'il faut innover, en fait. Souvent, il faut changer des choses. Donc, il y a besoin, en fait, souvent de développer des compétences sur la manière de collaborer. Et peut-être que, du coup, dans vos métiers, c'est déjà des choses que vous avez fait. Je ne sais pas si vous avez géré des projets, si vous avez fait du management transversal, par exemple. Il y a aussi des aspects de mobilisation. Et ça, dans le documentaire éclaireur, on le voit très bien. C'est-à-dire que, par moments, ils n'en peuvent plus, quoi, de se dire, ah, j'essaye de motiver mes collègues, mais il y en a qui s'en foutent. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là aussi d'arriver à mobiliser. Et puis voilà, puis il y a un certain nombre d'autres choses, mais il y a vraiment des aspects de méthode de travail, y compris sur la co-construction. Par exemple, quelqu'un de la directrice de Mustela qui explique que pour arriver à avoir du vrac dans les pharmacies, en fait, elle a dû bosser avec des concurrents parce que si elle le faisait toute seule, c'était pas tenable économiquement. Donc voilà, c'est aussi travailler un peu autrement. Et puis après, il y a vraiment les compétences métiers directement. Et là, ça va complètement dépendre de votre métier, actuel ou futur. Et par exemple, on a un exemple très clair. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui venait du monde de l'environnement et qui est arrivé dans le monde de la cuisine. Et quand elle a vu la formation à la cuisine, elle s'est dit, mais ça va pas du tout, en fait. Enfin, c'est des formations qui datent un peu, enfin, elle s'est dit, ça date un peu des années 50. Donc, même que ce soit en nutrition ou, par exemple, arriver à cuisiner des légumes, en fait, les légumes sont toujours considérés comme à côté, par exemple, de la viande. Donc, c'est plus trop en phase avec ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a aussi besoin de formation concrète sur les pratiques des métiers. Voilà, comment je fais pour faire des menus qui ont moins aussi d'impact, hein, plus de protéines végétales, moins de produits transformés. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Un médecin, aujourd'hui, il faut aussi, par rapport aux problématiques de canicule, il faut qu'il arrive aussi à traiter ces problèmes-là. Donc, il y a beaucoup de compétences. Donc, ce sujet de la formation, voilà, ça dépend vraiment du projet, mais c'est clair qu'il peut y avoir un enjeu de formation, mais qui n'est pas forcément de devenir un spécialiste de l'écologie. Ça peut être vraiment des choses très, très concrètes par rapport à votre projet. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, voilà, ça m'intéresse d'avoir vos retours et vos envies par rapport à ça. Donc, on est les shifters. Je vous ai mis les références. Alors, c'est vraiment un gros réseau. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà, ça vaut le coup parce qu'il y a une vraie dynamique. Il y a plein de gens qui sont dans le monde professionnel. Et du coup, c'est aussi intéressant de partager tout ça. Moi, je suis pas en local, je suis à Paris, mais et on travaille sur les sujets emploi-formation, mais il y a plein d'autres gens qui travaillent en local, puisqu'il y a un groupe local en Hauts-de-France. Et puis Shift Your Job, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est un site avec des référencements d'employeurs. Et il va y avoir aussi un module un petit peu justement pour être aidé sur la construction d'un projet. Ça sera en début d'année prochaine, quand on a envie de s'engager dans la transition écologique. Voilà. Je crois qu'on a peut-être 3-4 minutes pour prendre 3 minutes pour prendre, on va dire, une question. C'est à qui? Des questions? Ok. Moi, j'ai une clochette, hein, donc il faut vous débrouiller. Madame, là, qui a... Hein. Allez, oui. Un micro quand même, hein. Ouais. Bon, alors moi, je vais bien tenter une question. Hem, Parce que bon, effectivement, aujourd'hui, l'intérêt de faire cette conférence, c'est justement de mettre en place les métiers de demain. Vous dites, les jeunes générations actuelles, vont sortir, un peu tardivement. Donc nous, qui sommes un peu plus âgés, heu, effectivement, on a une certaine, facilité par rapport, par exemple, au métier de cuisinière, savoir, cuisiner des repas. On n'est pas, de la génération de la consommation, donc on sait facilement mettre en place. Alors comment est-ce qu'on transmet ça? Moi, je sais que mes enfants, je appris un petit peu la cuisine, mais elles ont quand même grandi avec, une société de consommation.
Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire une prise de conscience? Est-ce que moi, mon actif, enfin, je ne travaille pas, j'ai un parcours lettres, et je suis avec beaucoup d'intérêt, tout ce qui se passe en termes d'écologie parce que je sais qu'effectivement, autrefois, dans le Nord, on voyait passer les cigognes. J'ai trop mal au cœur de me dire: «Aujourd'hui, si je vois une mouette, je suis contente». Donc c'est assez triste, en fait, de voir la situation et qu'il n'y a pas de cette prise de conscience, enfin, qui arrive un peu tardivement à mon goût, heu, compte tenu de la situation globale, et des besoins, de mettre en place, des projets. Alors, effectivement, on a juste une petite demi-heure pour échanger, mais sachez que, voilà, je suis une fervente partisane de WWF à Jancovici, je je pense que je suis avec assiduité ce qui se passe et je suis vraiment heureuse, de voir qu'aujourd'hui on commence à avoir, à pouvoir se projeter un petit peu dans, voilà, 2030, on a 880 000 métiers qui se commencent à on commence à avoir, des choses concrètes qui se mettent en place. Hem, voilà, j'ai fait une immersion en entreprise, récemment et également il y avait, je vais peut-être pas prendre les 3 minutes là, mais effectivement aujourd'hui, les ingénieurs mettent, enfin dans tout ce qui va être infrastructure, les télécommunications ont ce volet écologique, qui donc il y a une prise de conscience, mais comment est-ce qu'on ajuste, en intergénération, pour la transmission des savoirs? Je pense qu'on a tous une part à jouer aussi, même je le relance? Voilà. Bah, nous, on fait aussi beaucoup d'interventions, par exemple devant des organismes de formation. On anime aussi des communautés de pratique entre enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation dans les universités, enfin toutes les écoles d'ailleurs, avant la licence, il y a un minimum en fait de formation qui doivent être dispensées sur le développement durable. Donc, mais voilà, après, ben, il faut que les profs soient formés. Enfin, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a pas mal de choses en termes de textes réglementaires, etc. Mais après, il faut des dynamiques. Donc, ben, voilà, il y a des organismes, plein d'organismes bénévoles. Il y a plein de gens dans les structures qui se disent, ben, tiens, moi j'ai envie d'y aller. Alors souvent, ils nous disent, oh, je suis un peu seule. Ben oui, en fait, au début, quand on change un truc, souvent on est un peu seul. Et puis ben, après, il y a des collectifs qui se créent. Et puis aujourd'hui, quand même, il y a vraiment, enfin, vous verrez dans Éclaireur, par exemple, c'est le gendarme, par exemple, qui crée une appli. Alors un jour, il se dit tout seul, il va créer une appli sur comment je prends en charge les infractions environnementales. Parce qu'il se dit, c'est hyper mal pris en charge, on n'a pas été formé à ça. Bon, ça a été très long, mais à la fin, son appli, voilà, aujourd'hui, elle est utilisée par tous les gendarmes de France. Lui, il est monté au siège pour s'occuper de transition écologique. Il forme des magistrats. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses, mais c'est évident qu'il faut mettre pas mal d'énergie, en fait. Mais on peut bouger, en fait. Voilà. Il y a vraiment des choses à faire. Et c'est vrai que c'est pas une histoire de génération. On a des jeunes très réceptifs, on a des jeunes moins réceptifs, on a des gens comme nous, on va dire, qui sont plus ou moins. Bon, voilà, on peut vraiment faire des choses. Et en général, d'ailleurs, dans les associations, ce qui est sympa, c'est que c'est très intergénérationnel. Donc, c'est aussi chouette de partager ça. Et puis après, dans le boulot, souvent, on s'aperçoit qu'on n'est pas non plus tout seul à être intéressé par ça. Enfin, il y a quand même souvent des personnes qui sont réceptives. Non, voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup.